à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle minute de Port-Royal et les Pascal ont vécu à Rouen. Nous nous retrouvons donc à Rouen pour nous poser la question, est-ce que Pascal était de Rouen? Est-ce que le Pascal était de Rouen? Bon, la réponse qui vient immédiatement à l'esprit, c'est non. Pascal est né à Clermont-Ferrand, c'est Clermont-Ferrand qui revendique d'être la patrie des Pascal. Mais la question qu'on peut se poser malgré tout, c'est est-ce qu'on est de la ville où l'on est né ou est-ce qu'on est de la ville où l'on a vécu et où l'on a vécu en particulier ses années de formation et sa jeunesse? Pascal a quitté Clermont-Ferrand pour Paris, il n'avait que 8 ans. En revanche, il a passé de longues années à Rouen. Il est arrivé à Rouen, il avait 16 ans, il est parti, il avait 24 ans. Donc ce sont vraiment des années essentielles de sa formation qui se sont déroulées dans cette ville et on peut supposer qu'elles ont laissé des traces sur la suite de sa carrière et de son évolution intellectuelle et spirituelle. Pascal était donc encore jeune quand il est arrivé à Rouen. Est-ce que ces années ont vraiment compté pour lui? Ces années ont été des années extrêmement intenses, d'activités extrêmement intenses pour Pascal lorsqu'il était à Rouen. C'est à Rouen qu'il a inventé la première machine à calculer, c'est à Rouen qu'il a ruiné pour toujours la physique aristotélicienne en démontrant l'existence du vide, et c'est à Rouen encore qu'il s'est converti à l'augustinisme et qu'il a commencé à prendre le chemin de Port-Royal. Donc oui, ce sont des années qui ont été vraiment essentielles pour lui. Et où est-ce que nous sommes maintenant? Alors nous sommes rue du Gros Horloge, devant le Gros Horloge qui est l'un des monuments les plus célèbres de Rouen aujourd'hui. À l'époque, le bâtiment du Gros Horloge était le siège de l'hôtel de ville. Donc c'était le siège des autorités municipales, donc c'était l'un des centres névralgiques de la cité. Et c'est ici qu'ont été prises toutes sortes de décisions pendant les événements dramatiques qui ont ponctué les années 1639-1640 au moment de l'arrivée des Pascal. Les Pascal sont arrivés à Rouen en 1639. À quoi ressemblait Rouen dans les années 1640? Rouen est l'une des plus importantes villes du royaume à cette époque. Elle avait été la seconde ville du royaume au XVIe siècle. Elle était en train de se faire rattraper par Lyon, mais restait une ville en forte expansion. Elle compte plus de 80 000 habitants. Elle comptera 100 000 habitants au XVIIIe siècle. À l'époque qui nous intéresse, Rouen bénéficie de toute une série de facteurs favorables qui expliquent cette situation. Grâce à la Seine, Rouen est un port de mer d'une région riche et peuplée, même si le port de Rouen perd sa prééminence dans la première moitié du XVIIe siècle. Rouen est aussi déjà une ville industrielle, en particulier dans le secteur de la draperie, de la toile, de la teinturerie ou de la tannerie. Les entrepreneurs protestants jouent un grand rôle dans le dynamisme de la ville. Mais il n'y a pas que des patrons dans l'industrie, il y a aussi des ouvriers. Et Rouen est une ville ouvrière. La moitié de la population est composée de ceux qu'on appelait des gens mécaniques. Gens mécaniques, c'est-à-dire des ouvriers. Rouen est aussi la capitale du duché de Normandie. Et à ce titre, Rouen occupe un rôle judiciaire et administratif essentiel. Le commerce, les procès attirent beaucoup de voyageurs qui logent dans des auberges, qui mangent dans des tavernes, en un mot, qui font marcher le commerce. Rouen est aussi une ville de foi. Elle possède le statut d'archevêché et un riche chapitre cathédral. Elle compte plus de 100 églises et chapelles, ce qui lui vaudra un peu plus tard, grâce à Victor Hugo, le surnom de ville aux 100 clochers. Aux églises s'ajoutent les monastères et les institutions religieuses, favorisées par le souffle de la contre-réforme, soutenu par l'archevêque de l'époque, François II de Harlay. Enfin, Rouen est une ville culturelle et intellectuelle, avec son collège jésuite, un collège concurrent, dépendant de l'archevêché, un concours de poésie de grande renommée, les Palinots, de nombreux écrivains et artistes, à commencer par les frères Corneille. Les années 1640 ont donc été un âge d'or de la ville?
Bien au contraire, en fait. Les années 1639-1640 ont été parmi l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de Rouen. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, Rouen est une ville très pauvre, ouvrière, mais très pauvre. S'y pressent des ouvriers journaliers agricoles à la recherche d'emploi dans les industries locales, mais aussi beaucoup de chômeurs. Il y a aussi des réfugiés qui viennent d'Angleterre, puisque l'Angleterre est en proie à une guerre civile à l'époque. Le contexte n'est pas favorable. La guerre de 30 ans a entraîné une contraction du commerce. Les épidémies font rage. En 1637, 2 ans avant l'arrivée des Pascal, Rouen a été victime de la peste, une peste qui causa plus de 1500 morts. Une autre épidémie se déclenche juste après le départ des Pascal, en 1648. La mort est omniprésente dans la ville. Le pouvoir n'hésite pas à employer la répression. Vagabonds, mendiants, mutins sont arrêtés, enfermés, voire pendus. Des réfugiés anglais fuyant l'Angleterre venaient grossir les rangs des misérables. L'état moral du diocèse paraissait désastreux à son archevêque, le très impopulaire monseigneur François de Harlay, qui déclarait « Dieu veuille nous assister de toutes parts, nous en avons grand besoin, il semble que voici la fin du monde ». La population à l'époque souffre particulièrement de la dévaluation des monnaies et d'impôts qui pèsent de plus en plus lourdement, même sur les plus pauvres. La guerre contre l'Espagne imposait des ponctions de plus en plus insupportables. L'État s'employait à débusquer et assainir toutes les niches fiscales. Et donc, où sommes-nous maintenant ? Alors nous sommes devant le palais de justice de Rouen. Au XVIIe siècle, c'était le Parlement de Normandie qui se trouvait dans ces bâtiments. Donc le Parlement qui était un des lieux de résistance au pouvoir royal. Et quel rôle a joué le Parlement dans la révolte de 1639 ? Un rôle assez ambigu. En fait, ce qui a provoqué l'exaspération de la population, ce sont des impôts supplémentaires décidés par le pouvoir central. Le Cotentin, par exemple, était exempté de la gabelle, l'impôt sur le sel, et se trouve contraint de le payer, ce qui aura pour conséquence un triplement du prix du sel. Donc ça, c'est une mesure assez rude. Et en 1639, une loi sur un impôt sur les teintures renchérit le prix des teintures dans une ville où l'industrie de la teinturerie est importante. Et donc, ces impôts sont décidés malgré l'opposition du Parlement. Et donc, tout ça va contribuer à expliquer le déclenchement de la révolte. Il y aura la révolte de ceux qu'on va appeler les nu-pieds ou les va-nu-pieds qui vont se rebeller contre ces impôts supplémentaires. Et ils vont s'en prendre aux collecteurs d'impôts, ils vont s'en prendre aux fonctionnaires royaux. Un bureau des impôts va être détruit rue de Martinville. Il y aura des émeutes rue de la Vicomté. On a gardé des archives de ces événements dans les annales du Parlement de Normandie qui notaient jour après jour les faits. Et c'est ainsi que nous pouvons être informés de cette émeute dite des va-nu-pieds de 1639. Donc il y aura des morts parmi les percepteurs, et le Parlement va mollement réprimer les rebelles. En juillet 1639, le sieur de la Bénardière Poupinel étant allé à Avranches, on crut qu'il venait pour établir la gabelle et abolir l'usage du sel blanc. Les paysans travaillant au sel blanc, capables de tout entreprendre par leur extrême misère, l'attaquèrent en son hôtellerie et le tuèrent. Ce premier exemple fit soulever plusieurs paysans sous un chef qui se faisait nommer Jean Nu-Pied et ceux de son parti, les Nu-Pieds. Il disait vouloir empêcher la levée de tous les impôts établis depuis la mort du roi Henri IV. Il faisait une exacte recherche de ceux qu'il croyait faire des levées extraordinaires. Le peuple leur fournissait secrètement des vivres. Et les révoltés obtinrent-ils gain de cause ? Non, pas du tout. Richelieu voulait faire un exemple et il dépêcha sur place le maréchal de Gassion et ses troupes. La répression fut extrêmement féroce. Gassion fut envoyé avec 4000 hommes et la fleur de la noblesse de Normandie pour châtier les pieds nus à Avranches. Peu de gens l'arrêtèrent 4h30 à l'entrée d'un faubourg, où il n'avait pour toute défense qu'une méchante barricade. Il y courut un grand danger, car un des rebelles, vaillant autant qu'on le peut être,
et tellement dispos qu'il sautait partout où il pouvait mettre la main, tua le marquis de Courtomer, croyant que c'était le colonel Gassion. Ce galant homme sauta 4 fois la barricade et après se sauva. Gassion fit tout ce qu'il put pour le trouver. Au bout de quelques mois, il fut pris dans un cabaret en Bretagne où, étant ivre, il se vanta d'avoir tué Courtomer. Le chancelier, qui avait été envoyé en Normandie avec Gassion, le fit rouer vif à Caen. Un témoin rapporte que les faubourgs de Rouen et d'Arnétal aussi, et Saint-Sever, ont reconnu à leurs dépens quels sont les effets de la guerre. Iceux faubourgs ont été du tout ruinés et abandonnés, des habitants se retirant dans les bois. Les Rouennaises se cachaient dans les couvents pour éviter de subir les exactions des soldats. Le 30 juin 1639, les troupes de Gassion assiègent Avranches et remportent brutalement la victoire sur des civils mal équipés, mal formés. Après avoir éliminé le reste de la rébellion, Gassion entre à Rouen le 31 décembre 1639. 2 jours plus tard, le chancelier Séguier s'installe alors en personne à l'abbatiale Saint-Ouen pour assurer la pacification et le retour de l'ordre royal. Il jouit alors de pouvoirs de vie et de mort et sème la terreur à Rouen et dans toute la région normande. L'heure du châtiment a sonné, en particulier pour Rouen, jugé coupable de lèse-majesté. Séguier et ses hommes répriment vraiment très férocement les rebelles et prennent toutes sortes de décisions très défavorables à la ville. En mars 1640, la plupart des bourgeois de la ville d'Avranches sont exécutés ou envoyés aux galères. Des troupes d'occupation logent chez l'habitant. Au châtiment militaire s'ajoute une punition fiscale. Les taxes qui avaient causé la révolte sont confirmées et la ville de Rouen doit de surcroît payer une indemnité d'1 million de livres. La répression est également politique. Les villes normandes perdent une grande partie de leurs privilèges. Rouen perd ses canons, son administration municipale et ses biens patrimoniaux qui reviennent au domaine royal. Le Parlement de Rouen, soupçonné de complicité, ou qui du moins ne réussit pas à juguler la révolte, tombe sous le coup d'une interdiction qui devait durer jusqu'à la fin de 1641. Le corps des 6 échevins et des 24 membres du conseil municipal est dissous et remplacé par une commission royale, composée de 6 commissaires nommés par Séguier. Le chancelier avait l'intention de raser l'hôtel de ville, qui se tenait dans les bâtiments autour du Gros Horloge. Heureusement, cette mesure ne fut pas suivie d'effet, non plus que la proposition de l'archevêque qui voulait contraindre les échevins à faire amende honorable au cours d'une cérémonie publique d'expiation. L'émeute des va-nu-pieds avait fait souffler sur la Normandie un vent de fronde, 8 ans avant la rébellion parisienne et française. Le chancelier quitta Rouen en février, une fois sa mission de justice accomplie. Il ne faisait pas si bon vivre en Normandie en ce temps-là. Que venaient donc faire les Pascal à Rouen en cette fin d'année 1639 qui vit l'écrasement de la révolte? Eh bien, ce sont justement ces événements qui expliquent la venue des Pascal à Rouen. Étienne Pascal a été envoyé en Normandie comme adjoint de l'intendant, donc du fonctionnaire royal, pour rétablir l'ordre après les émeutes qui s'étaient déclenchées en 1639, pendant l'année 1639. Et donc clairement, les Pascal prennent position en faveur du roi et du chancelier Séguier contre les parlementaires et les pouvoirs régionaux. La mission d'Étienne était de rétablir l'ordre dans les finances et la fiscalité locale. Donc à Rouen, il lui fallait faire la preuve de sa fidélité et de son efficacité pour contribuer à résoudre la crise normande. Étienne s'est chargé de cette tâche sans état d'âme. Naguère encore parlementaire, il avait résilié sa charge de président, il était maintenant clairement du parti du roi, engagé au service de la modernisation du royaume. Les Pascal condamnaient sans aucune ambiguïté les troubles qui venaient de se dérouler, sans épargner même le Parlement de Normandie que Gilberte juge complice des pillards. À la fin de 1639, Étienne Pascal fut envoyé intendant en Normandie où il y avait des troubles très grands.
les bureaux de recettes avaient été pillés et des receveurs tués. Le Parlement, qui n'avait point fait son devoir, fut interdit, et on y envoya des officiers du Parlement de Paris pour exercer la justice. Et maintenant, où nous trouvons-nous? Alors nous nous trouvons place de la cathédrale, juste en face de l'office du tourisme de Rouen. Au XVIIe siècle, le bâtiment était occupé par un bureau des finances chargé de toutes sortes de prérogatives, en particulier fiscales, et donc il est plus que probable qu'Étienne Pascal avait très souvent affaire ici. Et quel était exactement le travail d'Étienne Pascal? Étienne Pascal était l'adjoint de l'intendant du roi chargé de la collecte des impôts. Le travail d'Étienne Pascal était de répartir les impôts entre les différentes paroisses et les différents villages de Normandie. Puisqu'à l'époque, les impôts, et en particulier la taille, l'impôt royal, ne se payaient pas de manière individuelle, mais il était collecté au niveau de la paroisse ou du village. Et donc Étienne Pascal était chargé d'établir le montant dû par chaque village, par chaque paroisse. Ce poste d'adjoint à l'intendant chargé des impositions, comme on disait à l'époque, n'était pas une sinécure. Il trouva les choses dans un si grand désordre qu'il fut obligé de réformer les rôles des tailles dans toutes les paroisses de la généralité, explique Marguerite Perrier, sa petite fille. La tâche est énorme. Il s'occupe lui-même de vérifier la solvabilité des 1798 villes et villages qui constituaient la généralité. Je n'ai jamais été dans l'embarras à la 10e partie de ce que j'y suis à présent. Il y a 4 mois que je ne me suis pas couché 6 fois devant 2 heures après-midi, écrit Étienne Pascal en post-scriptum d'une lettre de Blaise à sa sœur. Alors évidemment, ces redressements fiscaux ne contribuent pas à rendre les intendants particulièrement populaires dans la région. D'autant que Étienne Pascal eut à lutter contre le retour des compagnies souveraines et des parlements qui avaient été un peu brimés lors de son arrivée et qui tentent de reprendre une partie du pouvoir qu'elles ont perdu. Et évidemment, le département des tailles, c'est-à-dire la répartition des tailles, est l'objet de débats incessants. Au moins, l'ordre a-t-il été rétabli après la révolte des va-nu-pieds? Eh bien, pas vraiment. Nous sommes dans les années qui précèdent la Fronde, les années de Régence. Elles restent assez troublées si l'on se fie aux archives de l'époque. En 1644, le Parlement ordonnait ainsi au prévôt d'arrêter, je cite, des malfaiteurs qui s'étaient levés et rassemblés avec armes et commettaient journellement meurtres et voleries dans les forêts et sur les grands chemins. Les coupables sont ensuite rompus tout vifs, place du Vieux Marché. Membres et poitrines brisés, écartelés sur le sol ou sur une croix, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et Blaise Pascal a-t-il assisté à ces scènes? Probablement. De tels spectacles ont d'ailleurs pu nourrir des fragments des pensées sur la justice, sur la guerre civile ou sur les condamnés qui attendent leur verdict dans leurs cellules. Il peut y avoir dans les pensées des souvenirs de ce séjour normand. Où habitaient les Pascal pendant leur séjour rouennais? Les Pascal habitaient une petite rue obscure, la rue des Murs Saint-Ouen. C'est une rue qui a disparu aujourd'hui, qui se trouvait devant l'actuel hôtel de ville, qui était à l'époque l'abbaye Saint-Ouen, donc quelque part entre la rue de la Seille, qui existe toujours, et la rue de l'Hôpital, qui s'appelait à l'époque la rue de la Crosse. Donc c'est à ce niveau-là qu'habitaient les Pascal. C'était le quartier des fonctionnaires, c'était le quartier des parlementaires aussi. La maison de Pascal se trouvait quelque part en face de nous. À l'époque, l'abbaye Saint-Ouen
arrivait jusqu'au bord de la route. Il y avait des bâtiments et devant les bâtiments se trouvait une petite rue, la rue des Murs Saint-Ouen, où se trouvait la maison de Pascal. Ce mur serait un vestige de la rue des Murs Saint-Ouen, enfin des murs qui entouraient l'abbaye Saint-Ouen. Alors ici, nous sommes dans les jardins de l'hôtel de ville. À l'époque de Pascal, c'était l'emplacement de l'abbaye Saint-Ouen, donc l'abbatiale existait déjà. Les bâtiments, en revanche, sont des bâtiments du XVIIIe siècle. Là, on est vraiment tout près du quartier qu'habitait la famille Pascal. Ils habitaient de l'autre côté des bâtiments qu'on voit actuellement. Et est-ce que Pascal a vécu des événements marquants dans cette maison ? Oui, pendant ces 8 années, Pascal a connu son lot de joie et de peine dans cette demeure. C'est à Rouen, dans l'église Sainte-Croix-Saint-Ouen, donc tout près de chez lui. C'est une église qui a disparu aujourd'hui et qui jouxtait l'actuelle abbatiale Saint-Ouen. C'est donc dans cette église Sainte-Croix-Saint-Ouen que Gilberte épousa un de ses lointains cousins, Florin Perrier, auvergnat lui aussi, à qui Étienne avait confié un poste à ses côtés. Florin plaisait à l'intendant, qui lui trouvait, raconte Marguerite, un très grand esprit et beaucoup d'amour et de disposition dans les sciences. Le mariage fut célébré en l'église Sainte-Croix-Saint-Ouen le 13 juin 1641. C'était la paroisse des Pascal. L'église a complètement disparu aujourd'hui. Ban de mariage du 6e jour de juin 1641, Florin Perrier, Gilberte Pascal, tous deux de la paroisse. Le 13e juin de 1641 furent mariés Florin Perrier et Gilberte Pascal en l'église Sainte-Croix-Saint-Ouen, et pour témoins qui ont signé furent messire Claude de Paris, conseiller du roi en ses conseils, intendant de justice, police et finances en la province et armée, et Charles Marc, sieur de Villequier. Les jeunes mariés continuèrent d'habiter dans la maison familiale ? Non, ils voulurent prendre un petit peu d'indépendance et ils s'installèrent à quelques pâtés de maison plus loin, près de l'église Saint-Gaudard. Mais nous pouvons y aller. Nous sommes donc devant l'église Saint-Gaudard. Oui, c'est dans cette église que fut baptisé le premier-né des époux Perrier en 1642. Il s'appelait Étienne, comme son grand-père. Une petite Jacqueline va naître également en 1654. Elle sera aussi baptisée dans cette église comme son grand frère. Lorsque les époux Perrier vont retourner à Paris, ils vont laisser Étienne à la garde de son grand-père, qui va lui apprendre à lire. Il sera très précoce, il saura lire à l'âge de 3 ans. Marguerite Perrier va naître aussi à Rouen lors d'un séjour de ses parents à Rouen en 1647. 2 autres enfants vont naître, mais plus tard, à Paris, lorsque les Perrier seront retournés à Paris. Les Pascal étaient des savants et des artistes. Ils ne s'ennuyaient pas trop à Rouen, en province ? Non, les Pascal ne s'ennuyaient pas en province parce que c'était une ville culturelle, c'était une ville qui jouissait d'un grand rayonnement culturel. On y trouvait des écrivains et des artistes. On pense évidemment aux Corneille que fréquentaient les Pascal. Et donc, où nous trouvons-nous maintenant ? Alors nous nous trouvons au croisement de la rue de la Pie, c'est-à-dire juste à côté de la maison natale de Pierre Corneille. Et oui, quand nous parlons de Rouen au XVIIe siècle, c'est tout de suite le nom de Corneille qui nous vient à l'esprit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, les Corneille, effectivement, nous connaissons Pierre Corneille, mais aussi son frère Thomas, qui va devenir le dramaturge le plus célèbre de son siècle, au moins aussi célèbre que Pierre. Antoine aussi, donc il y avait toute une fratrie. Corneille, et les Corneille étaient liés au Pascal. Pierre Corneille en particulier éprouvait une grande admiration pour le plus littéraire des membres de la famille Corneille à l'époque, c'est-à-dire Jacqueline. Jacqueline, enfant prodige, comédienne,
poète, capable d'improviser des vers pour les grandes dames de la cour. Elle s'était déjà acquis un renom, une renommée d'enfant prodige lorsqu'elle est arrivée à Rouen. Jacqueline était la dernière fille d'Étienne et elle était au moins aussi douée que son frère et sa sœur, comme l'écrit Gilberte. Ma sœur avait des talents d'esprit tout extraordinaires et était dès son enfance dans une réputation où peu de filles parviennent. En 1639, la petite Jacqueline, âgée de 13 ans mais qui en paraissait moins, joua avec d'autres enfants l'amour tyrannique de Scudéry devant Richelieu. Elle tint si bien le rôle de Cassandre que le puissant ministre lui accorda la grâce de son père, alors en défaveur. Aussi, lors de son arrivée à Rouen, Jacqueline était précédée de sa réputation d'enfant prodige. Pierre Corneille s'empressa de soutenir cette jeune poète et il l'engagea vivement à participer au Puy des Palinots, le concours de poésie qui se tenait depuis le XVe siècle à Rouen en l'honneur de la Vierge Marie. Nous pouvons maintenant nous diriger vers la place des Carmes. Pourquoi nous trouvons-nous devant la statue de Flaubert ? Alors la statue de Flaubert n'existait pas à l'époque de Pascal, évidemment. Et sur la place des Carmes où nous nous trouvons, se trouvait le couvent des Carmes. Le couvent des Carmes qui était le siège de plusieurs sociétés, de plusieurs associations pourrait-on dire, et en particulier la société des Palinots. Et pouvez-vous nous dire ce qu'étaient les Palinots ? Les Palinots étaient un concours de poésie qui se tenait le 8 décembre de chaque année dans le couvent des Carmes, qui abritait donc plusieurs sociétés. Et donc c'était le marquis de Nonant qui était prince des Palinots cette année-là, en 1640, qui accordait les prix. Il y avait différents prix, le laurier, le lys, le soleil, etc. Et le prix de la tour. Le prix de la tour avait été institué en 1596 et récompensait des stances. Et c'est dans cette catégorie que concourait Jacqueline, à la suggestion de Pierre Corneille. Et quel genre de vers composait-elle? De la poésie amoureuse? Non, elle ne composait pas de poésie amoureuse, elle a composé pour l'occasion de la poésie religieuse et même une pièce de poésie polémique anti-protestante. Exécrables auteurs d'une fausse croyance, dont le sein hypocrite enclôt un cœur de fiel, jetez vos faibles yeux sur l'arche d'alliance, vous la verrez semblable à la reine du ciel. Comparez leurs beautés et leurs effets étranges, et puis nous confesser avec submission que la mère de Dieu, cette reine des anges, ne peut être que pure en sa conception. L'une tient en son flanc le bonheur de nos pères, et l'autre dans le sien notre espoir le plus cher. L'une par son pouvoir divertit leur misère, et l'autre par le sien nous garde de péché. Et ce sont ces vers qui remportèrent le prix? Oui, c'est avec ces stances que Jacqueline a remporté le prix de la Tour, mais elle n'était pas là pour se faire remettre son prix, et c'est donc Pierre Corneille qui l'a reçu en son nom et qui lui a porté le lendemain chez elle, en grande cérémonie, comme nous en avons gardé le récit. Monsieur Corneille ne manqua pas de venir nous voir. Il pria ma sœur de faire des vers sur la conception de la Vierge, qui est le jour qu'on donne des prix. Elle fit des stances, et on lui emporta le prix avec des trompettes et des tambours en grande cérémonie. Elle reçut cela avec une indifférence admirable. Quoiqu'elle eût alors 15 ans, elle badinait comme un petit enfant et s'amusait avec des poupées. Nous lui en faisions des reproches, et ce ne fut pas sans peine que nous la rengageâmes à quitter ses puérilités qu'elle préférait aux plus grandes compagnies de la ville, quoiqu'elle y eût un applaudissement général. Le ton est virulent, elle s'en prend aux théologiens réformés comme à des penseurs exécrables. Cette victoire de la poésie catholique n'était pas anodine dans une ville où les protestants étaient nombreux et puissants et où l'archevêque bataillait pour faire appliquer les canons du Concile de Trente. Antoine et Pierre Corneille ont tenu à célébrer l'événement et ont composé des strophes qui furent imprimées dans le recueil palinodique paru en 1641 à côté des stances de Jacqueline. Mais en nos jours, la modeste pudeur d'une pucelle aussi jeune que sage, par-dessus tous, brille avec splendeur, qui l'an dernier pour son apprentissage rend sa vertu d'une immortelle odeur. Des plus polies les veines moins forcées,
sont par sa muse aisément surpassés, les juges eux-mêmes demeurent surpris. Et jusqu'à ceux que sa vertu supplante, tous à l'envie trouvent digne du prix la seule fille en ce puits triomphante. Et malgré sa célébrité, Jacqueline n'avait pas trouvé à se marier comme avait fait sa sœur? Jacqueline avait été défigurée par la petite vérole dans son enfance, mais malgré cela, elle était parée de toutes les qualités de l'esprit et elle ne manqua pas de soupirants. Plusieurs occasions se présentèrent, dont un projet de mariage avec un conseiller au Parlement. Mais aucun projet n'aboutit. Dieu ne permit pas que ces projets puissent être menés à leur fin, expliquera plus tard Gilberte. Il est fort possible en réalité que Jacqueline ait été peu attirée par le mariage. Elle n'éprouvait pour le mariage, disait-elle, ni attirance, ni aversion. Est-ce qu'elle songeait déjà à devenir religieuse? En fait, lorsqu'on regarde sa production poétique, la production poétique qu'elle avait composée dans son enfance et dans son adolescence, on s'aperçoit qu'elle est tiraillée, qu'elle est déchirée entre des aspirations contradictoires. D'une part, elle est attirée par une vie brillante, des succès mondains auxquels elle pouvait prétendre. Et d'autre part, on la sent malgré tout tentée par des aspirations plus spirituelles. On la sent attirée par des aspirations plus spirituelles. En février 1640, elle compose un sonnet de dévotion qu'on a parfois interprété comme le témoignage du trouble où l'a jeté les premiers émois de la chair. À peine arrivée à Rouen, en novembre 1640, elle compose une épigramme à Sainte-Cécile, où elle rend hommage non à la patronne des musiciens, mais à Sainte-Cécile qui a conservé la virginité au sein du mariage et qui a entraîné la conversion de son époux. Noble fille du ciel, quand ton cœur généreux, après avoir franchi 1000 pas dangereux, se sentit consumé d'une divine flamme, ton esprit transporté trouva son feu si doux qu'à l'instant tu voulus en brûler ton époux. Tu lui fis bonne part des ardeurs de ton âme. En février 1642, elle écrit des vers contre l'amour profane. Un amour qui est surmonté par le plus pur amour de Dieu, vraiment dans la plus pure veine augustinienne. L'amour, vainqueur des faibles âmes, ne peut blesser que ceux qui se laissent abattre. Tes feux sont sans effet et tes flèches sans force, quand le cœur a goûté d'une plus douce amorce. Quand le cœur a goûté de l'amour de Dieu, eh bien, les tentations humaines s'effacent. Elles sont surmontées par l'amour plus fort qui nous attire vers Dieu. On a vu déjà que lors des Palinots de Rouen, elle composait des pièces de polémique anti-protestantes. On voit bien que de tous les membres de la famille Pascal, à cette époque, c'est à l'évidence Jacqueline qui paraît avoir eu le plus de prédisposition à la ferveur religieuse et à une conversion à l'augustinisme. Lorsque toute la famille se convertit en 1646, sous l'influence de gentilshommes gagnés à la cause de Port-Royal, c'est Jacqueline qui se montre la plus bouleversée. Ni son père, ni son frère ne songent à se retirer du monde, par exemple, ou à se tourner vers la vie religieuse. En revanche, Jacqueline, dès 1646, songe à entrer au couvent. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Il y avait un monastère à cet endroit en 1646 ? Oui et non. En fait, on ne sait pas exactement dans quelle institution Jacqueline avait songé à se retirer. Les monastères ne manquaient pas à Rouen dans les années 1640. André Bord suppose toutefois, dans une étude qu'il a consacrée à cette question, que Jacqueline a pu penser à se retirer dans le couvent des Carmélites qui se trouvait dans l'actuelle rue des Carmélites, qui n'était pas très loin de l'endroit où elle habitait.
Donc elle a pu songer à venir se retirer aux Carmélites. Donc le monastère a disparu depuis la Révolution, mais l'état actuel de la rue, qui a conservé ses maisons à pans de bois, qui est une petite ruelle étroite, donne une bonne idée de ce quoi pouvaient ressembler les rues de Rouen à l'époque où Pascal vivait dans cette ville. Pourquoi est-ce que Jacqueline se serait précisément retirée au Carmel ? Déjà, la première raison, c'est que le Carmel était en vogue, comme disait Mère Angélique à l'époque, et qu'il attirait beaucoup de vocations. Une seconde raison, avancée par André Bord toujours, ce sont les liens entre les Pascal et la famille Bigot. Or, la famille Bigot avait plusieurs filles qui étaient entrées au Carmel, donc ils ont pu assister à des cérémonies de prise de voile, par exemple, en 1941, je crois. Également, il y avait plusieurs carmélites, dont certaines de la famille Bigot, qui avaient participé au départ pour la fondation d'un Carmel à Pont-Audemer. Donc il y avait une cérémonie, donc les Pascal ont pu y assister. Tout ça a pu donner envie à Jacqueline de se retirer aux Carmélites plutôt qu'ailleurs, même si, encore une fois, nous n'en sommes pas sûrs. Le Carmel de Rouen était le deuxième Carmel de France après celui de Paris. Il a été fondé en particulier en raison de la forte influence espagnole sur cette ville. Donc on en reste à une hypothèse, mais une hypothèse vraisemblable. Et finalement, elle n'a pas pris le voile ? Non, elle n'a pas pris le voile en 1646, ni aux Carmélites, ni ailleurs, parce que son père, Étienne, ne voulait pas. Il a refusé tout net. Elle n'en a plus parlé, mais voilà, on connaît la suite, elle n'a plus parlé pour le moment. Ensuite, elle est partie à Paris avec son frère en 1647. Et c'est le moment où elle va se rapprocher de Port-Royal, mais ça, c'est une autre histoire qui ne concerne plus l'histoire des Pascal à Rouen. Et oui, à propos Blaise, nous n'en avons pas beaucoup parlé. Ce n'est pas lui le grand homme de la famille ? Eh bien, au moment où les Pascal arrivent à Rouen, non. C'est la renommée, le prestige du jeune mathématicien est éclipsé par celui de sa sœur Jacqueline, l'enfant prodige de la famille, qui jouit d'une certaine célébrité et de succès mondain, qui attire l'admiration de Corneille. Et Blaise est dans l'ombre de Jacqueline. Les choses vont changer très rapidement, puisque Blaise, à son tour, va acquérir une certaine réputation en raison des expériences scientifiques et de ses travaux d'ingénieur qu'il va réaliser dans la ville de Rouen. Et Pascal est-il vraiment l'inventeur de la machine à calculer ? Oui, on peut dire que Pascal est vraiment l'inventeur de la machine à calculer. Il y a eu quelques tentatives en Allemagne, quelques décennies avant Pascal, mais qui ont avorté. L'inventeur de la machine à calculer, c'est Pascal. Il a construit le premier modèle à Rouen. Et ce sont d'ailleurs plutôt des considérations pratiques que le résultat de spéculations intellectuelles abstraites qui ont conduit ces recherches, puisque son objectif était d'aider son père dans ses travaux, puisque son père, nous avions vu qu'il était écrasé par son travail, par la tâche très complexe de répartition des tailles, et donc pour lui venir en aide, eh bien, il a eu l'idée de construire une machine à calculer qui simplifierait les calculs financiers auxquels son père était astreint du fait de ses fonctions. Et Pascal a fabriqué sa machine tout seul ? Non, bien sûr. Il insiste beaucoup dans le texte qu'il a rédigé à propos de son ouvrage, de son œuvre. Il insiste beaucoup sur le travail de conception, mais il a bien fallu réaliser la machine. Et pour cela, Pascal a eu besoin de recourir à des ouvriers. Et précisément, on voit que le fait qu'il ait habité Rouen n'est peut-être pas totalement indifférent non plus dans son travail, parce que à Rouen s'était développée une industrie horlogère tout à fait dynamique et florissante. Des dynasties d'horlogers se succédaient et alimentaient tout un commerce de luxe. Donc Pascal disposait d'ouvriers très compétents. Néanmoins, il lui a fallu 3 ans pour réaliser son modèle. 3 années pour une calculette ? Oui, 3 années pour une calculette, comme vous dites. Les problèmes à résoudre étaient extrêmement complexes. Il a fallu résoudre des problèmes techniques que personne n'avait résolus auparavant. Pascal expérimenta 50 prototypes. Et entre-temps, un autre horloger pirata le projet de Pascal avant qu'il fût abouti. Et il a construit une machine à calculer
splendide extérieurement, mais qui ne fonctionnait pas. Cette machine dysfonctionnelle, Pascal l'appelait un avorton. Et cet avorton figurait en bonne place dans quelques cabinets de curiosité chez des notables rouennais, ce qui agaçait fort le jeune Blaise. On ne connaît pas avec certitude l'identité de cet artisan imitateur indélicat, mais il peut s'agir de Jean Grillet, père de René Grillet, lui aussi horloger du roi même, hein, qui devait concevoir plus tard et fabriquer une machine concurrente, mais plusieurs décennies plus tard. Et Pascal poursuivit néanmoins ses efforts? En fait, il songea à abandonner face au développement des contrefaçons. Il s'est dit que d'autres ouvriers allaient peut-être vouloir imiter l'horloger indélicat et il commença par renvoyer chez eux les ouvriers et arrêter son projet. Mais Séguier lui promit un privilège, c'est-à-dire ce qui correspondrait à une sorte d'ancêtre de brevet d'invention, lui garantissant l'exclusivité de l'exploitation de sa machine, brevet qu'il obtiendra quelques années plus tard. Et donc, fort de ce soutien, Pascal s'est remis au travail et a fini par développer une machine parfaitement fonctionnelle et solide en 1645. Et donc la machine marchait vraiment? La machine marchait vraiment. Le mécanisme était bien protégé dans une boîte de laiton. On entrait les chiffres sur l'inscripteur, les calculs étaient assurés par un système complexe de roues dentées et le résultat apparaissait aussitôt sur le cadran. Les roues étaient indépendantes, mais un ingénieux système de sautoir permettait d'ajouter les retenues. Et la Pascaline pouvait-elle faire toutes les opérations? D'après Pascal, la Pascaline pouvait réaliser les 4 opérations. Addition, soustraction, multiplication, division. Mais en réalité, la machine était une additionneuse. Et pour réaliser une multiplication, par exemple, il fallait répéter plusieurs fois l'addition. Cette méthode introduisait un certain risque d'erreur humaine, mais guère plus que dans l'emploi de bouliers ou de jetons utilisés couramment pour faciliter les calculs à l'époque. Pascal créa plusieurs modèles à usage scientifique ou financier pour lequel des roues de 20 dents étaient exigées pour compter les sols, hein, puisqu'il il fallait 20 sols pour faire une livre, et à 12 dents pour les deniers, puisqu'il fallait 12 sols pour faire un denier. Il y a une machine conservée au CNAM qui est de ce type. Et il commercialisa son invention? Oui, c'était son intention en fait. Hein. Donc il envoya un exemplaire de démonstration à Séguier, désormais protecteur de la famille. Il fit mettre sa machine en vente à Paris, dans une sorte de showroom. Et c'est Roberval, le savant Roberval, qui devait en assurer la démonstration, en expliquer le mode d'emploi et puis en assurer aussi la vente. Les curieux qui désireront voir une telle machine s'adresseront, s'il leur plaît, au sieur de Roberval, professeur ordinaire ès mathématiques au Collège royal de France, qui leur fera voir succinctement et gratuitement la facilité des opérations, en fera vendre et en enseignera l'usage. Et Pascal fit réellement fortune grâce à la machine? Non, pas du tout. Malgré les parrains prestigieux, malgré l'opération publicitaire et malgré le showroom parisien tenu par un des plus grands mathématiciens de l'époque, la machine ne se vendit pas bien. Pourtant, elle marchait très très bien, elle marchait parfaitement. Ce qui a constitué un frein à la vente de cette machine, c'est son prix. Pascal l'avait fixé à 100 livres. 100 livres, c'était vraiment beaucoup. Il faut bien penser qu'un ouvrier, par exemple, de l'époque, gagnait 1 livre par jour. Donc c'était vraiment très cher. Ce qui renchérissait le coût de la machine, c'était la manœuvre. C'était le travail des ouvriers, qui était très complexe. Il avait besoin d'ouvriers très spécialisés, qui y passent beaucoup de temps. Il expliquait qu'il allait chercher à réduire le prix de sa machine, justement, en simplifiant les mécanismes. Mais tout laisse à penser qu'il n'a pas réussi, parce que tous les modèles qui sont arrivés jusqu'à nous, on en a conservé une dizaine, tous les modèles fonctionnent selon le même principe et le même système. Et donc voilà comment Pascal n'a pas fait fortune grâce à la machine arithmétique. Et donc il a abandonné la machine. Peut-être qu'il aurait inventé l'ordinateur s'il avait persévéré.
Inventer l'ordinateur, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que cette machine arithmétique témoigne à la fois de l'esprit d'entreprise de Pascal, dont il fera preuve encore ultérieurement lorsqu'il développera les carrosses à 5 sols vers la fin de sa vie, et puis également ses talents d'ingénieur, puisque Pascal était non seulement un grand savant, un grand théologien, mais aussi un ingénieur capable d'inventer des objets de haute technologie. Au-delà de l'intérêt technique et commercial de son invention, la machine arithmétique permet une réflexion théorique sur la mécanisation des calculs, dont Pascal était bien conscient. Il ne s'agit plus d'observer la nature ou les artisans et d'en tirer des règles, comme le préconisaient Descartes et Galilée. Il s'agit ici de tirer de son intelligence des principes qui, ensuite, pourront faire l'objet d'une mise en œuvre technique. Ça, c'est ce qu'explique très bien Jean-Pierre Clairaut. La machine arithmétique constitue une révolution copernicienne dans l'ordre de la technologie et contribue à l'avènement d'une modernité dans laquelle désormais c'est la théorie qui montrera le chemin à l'art. La science n'est plus celle qui va expliquer le fonctionnement de la nature ou les principes à l'œuvre dans la création des artisans. Le progrès est arrivé à un point tel que la théorie est désormais maîtresse et que l'artisan ne sera plus que l'exécutant d'un projet conçu de manière abstraite dans le cerveau de l'ingénieur. L'objet manufacturé n'est plus que la copie d'un modèle idéal, tout entier sorti du cerveau de son créateur, à qui revient donc l'essentiel du mérite. Pour les nouvelles inventions, il faut nécessairement que l'art soit aidé par la théorie jusqu'à ce que l'usage ait rendu les règles de la théorie si communes qu'il les ait enfin réduites en art et que le continuel exercice ait donné aux artisans l'habitude de suivre et pratiquer ces règles avec assurance. Pascal, qui a réussi à déléguer à une mécanique une partie des facultés qu'on croyait réservées exclusivement à l'humanité, apparaît comme le père de l'intelligence artificielle, encore plus que le père de l'informatique. La machine, mise en état de faire, avec elle seule et sans aucun travail de l'esprit, les opérations de toutes les parties de l'arithmétique. L'instrument supplée au défaut de l'ignorance. Il suffit que celui qui opère cette machine ait le jugement, elle le relève du défaut de la mémoire. Et, sans rien retenir ni emprunter, elle fait d'elle-même ce qu'il désire, sans même qu'il y pense. Le père de l'intelligence artificielle, comme le montre une méditation laissée dans les pensées à propos de la pascaline, la machine arithmétique fait des effets qui approchent plus de la pensée que tout ce que font les animaux. La mécanique peut imiter la partie la plus spirituelle de l'homme. Il est frappant que Pascal la présente comme son enfant, doué d'une partie des facultés humaines, raison calculante d'une part, mémoire de l'autre, alors que les imitations ratées des horlogers rouennais sont présentées comme de simples avortons. Donc non, donc pas l'invention de l'informatique comme vous le suggériez, mais Pascal peut être considéré comme le père de l'intelligence artificielle. On peut aller jusque-là. Nous sommes dans le centre commercial Saint-Sever. C'est donc ici que Pascal faisait ses courses ? Non, je ne pense pas que Pascal ait fait ses courses ici parce que le centre Saint-Sever a ouvert ses portes en 1978. Toutefois, une plaque commémorative devant l'entrée du centre commercial montre que c'est effectivement à cet emplacement que Pascal a réalisé ses expériences touchant le vide, ou pas. Comment ça ? En fait, tout commence en septembre 1646. À cette date, les Pascal reçoivent la visite de Pierre Petit. Pierre Petit était ingénieur et il effectuait un voyage pour se rendre à Dieppe et il avait fait étape à Rouen. Et Pierre Petit leur parle de l'expérience de Torricelli. Le savant italien avait montré qu'un tube rempli de mercure se vidait partiellement lorsqu'on le plongeait dans une cuve remplie du même métal liquide. Il s'agissait en fait d'expliquer un problème technique rencontré par les fontainiers de Florence. Alors, ce phénomène mis en évidence par Torricelli suscitait la perplexité du monde intellectuel. Pourquoi le mercure descendait-il dans le tube ?
alors que la physique aristotélicienne avait affirmé le principe universellement accepté selon lequel la nature avait horreur du vide. Et deuxième question, pourquoi, tant qu'à faire, le mercure ne descendait pas jusqu'au fond de la cuve? Et quelle était la nature de l'espace vide qui se formait au haut de la colonne de mercure? Il y avait effectivement de quoi titiller la curiosité de toute l'Europe savante. Pierre Petit, donc, au cours de sa visite à Rouen, expliqua au Pascal que Mersenne, le savant parisien que les Pascal connaissaient bien, Mersenne avait échoué à renouveler l'expérience italienne, faute de disposer de tubes assez solides. Les Pascal et Pierre Petit se sont dit à ce moment-là qu'ils pourraient essayer de leur côté de refaire l'expérience de Torricelli. Et pourquoi les Pascal auraient-ils mieux réussi que Mersenne, le savant parisien? Ça, c'est une très bonne question. Et là encore, la réponse est liée à Rouen. Est liée au fait que les Pascal habitaient alors à Rouen. Rouen disposait en effet, à cette époque-là, d'une des meilleures verreries du royaume. Une verrerie est installée à Rouen depuis 1598. Le plan de Gombou, qui nous montre l'état et la situation de Rouen, la ville de Rouen en 1655, montre précisément l'emplacement de la verrerie qui se trouvait à l'époque entre la rue du Pré et la rue de la Pie aux Anglais, au faubourg Saint-Sever, en la rue tendant à Bonne-Nouvelle. Alors, ces rues ont disparu lors de la construction du centre commercial, mais elles se trouvaient à l'emplacement actuel du centre commercial. Cette verrerie était une manufacture très ambitieuse, technologiquement très avancée. Pour faire face à la pénurie de bois, la verrerie fut la première à recourir au charbon, par exemple, pour la fabrication du cristal. Et à l'époque qui nous intéresse, la verrerie était dirigée par une femme, Anne Girard, la sœur du poète Saint-Amand. Mais pourquoi Pascal décida-t-il de venir sur place? Après avoir réalisé une première fois l'expérience, sans doute à leur domicile, les Pascal eurent l'idée de la reproduire à grande échelle, de façon spectaculaire, devant 500 personnes, dans la cour même de la verrerie, soit à peu près l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. Ils commandèrent à la verrerie des tubes de plusieurs mètres de haut pour réaliser 8 expériences. L'une de ces expériences exigea un tube de 15 mètres qui avait dû être attaché au mât d'un navire pour pouvoir être dressé sans se briser. Drôle de travail pour les maîtres verriers. En fait, l'opération pouvait intéresser Anne Girard, la propriétaire de la verrerie. Elle était alors en procès avec l'ensemble des verriers de Rouen. Elle essayait de faire valoir le monopole qui lui avait été accordé par lettre patente et elle cherchait à interdire la fabrication du verre par tout autre que par sa verrerie à Rouen. Donc, elle put voir tout le bénéfice et tout le prestige qu'elle pouvait tirer d'une collaboration avec les Pascal et d'expériences spectaculaires qui pouvaient connaître un vaste retentissement à travers toute l'Europe intellectuelle. Elle pouvait y trouver un bénéfice personnel. Qui sait, même si elle n'a pas proposé elle-même au Pascal de donner aux expériences sur le vide l'ampleur qu'on leur connaît. Ça, nous n'en avons aucun témoignage, évidemment. Nous nous sommes réduits à de simples conjectures, mais encore une fois, le fait que ces expériences aient eu lieu à Rouen et qu'elles aient eu lieu dans les conditions si particulières qu'on leur connaît, avec gigantesque, eh bien tout ça n'est pas totalement dû au hasard. Une executive woman, c'est Anne Girard. Oui, une executive woman, si on veut. Elle a bien compris tout le parti qu'elle pouvait tirer de cette expérience et elle a réussi à montrer toutes les compétences, tous les savoir-faire technologiques de son entreprise, de sa manufacture, qui était vieille de 30 ans et qui était peut-être la seule de France à pouvoir fabriquer des tubes assez longs et assez solides pour résister aux expériences imaginées par Pascal. On connaît le détail de ces expériences ? Oui, nous connaissons le détail de ces expériences à travers 3 relations. Celle de Pascal, bien sûr, celle de Pierre Petit
est celle d'un médecin rouennais, Giffard, qui a assisté aux expériences et qui a écrit un discours sur le vide en 1647. Vers janvier et février de cette année-là, Pascal et ses amis choisirent un lieu très vaste que lui fournit la cour de la Verrerie et invita tout le monde à se trouver là pour contempler des merveilles. Donc l'ambition était vraiment de donner à ces expériences un caractère spectaculaire destiné à frapper les imaginations. Plus de 500 personnes étaient présentes, parmi lesquelles des notables de la ville. Se trouvaient là en particulier 5 ou 6 pères jésuites du collège de Rouen, et aussi l'adversaire de Pascal, Jacques Pierrius, curé de Déville-les-Rouen, que l'archevêque avait nommé régent du collège de l'archevêché, une institution créée pour contrecarrer l'influence du collège jésuite. Parmi les amis de Pascal, on comptait aussi Ozou ou le médecin Pierre Giffard. Avant de procéder aux expériences, Pascal a piégé Pierrius en lui faisant déclarer que l'expérience était impossible à réaliser. Pascal donna alors ses ordres, et il ne se contenta pas comme Torricelli de mercure versé dans de petits tubes de 4 ou 5 pieds, mais, je cite, « par le moyen d'eau et de vin dans des tubes de 40 pieds, fabriqués en cristal avec un art merveilleux et attachés à un mât de navire, pour pouvoir les dresser sans qu'ils se brisent. » Pascal avait fait le calcul des poids de l'eau et du vin par rapport à celui du vif argent, nous rapporte encore les relations de l'époque, pour en déduire la hauteur convenable pour chacun d'eux. On le voit, ce n'est pas seulement pour frapper les esprits que Pascal a voulu employer du matériel aussi imposant, c'était pour reconstituer, grandeur nature, le problème de base auquel avaient été confrontés les fontainiers. On peut écouter le témoignage de Pierre Petit dans son observation touchant le vide de 1647. Nous allâmes ensemble à la verrerie, où je fis faire une sarbacane de 4 pieds de longueur, et de la grosseur du petit doigt en dedans, et la fis boucher par un bout. La sarbacane étant ainsi toute remplie de mercure, j'en mis dedans l'écuelle la hauteur de 3 doigts, par-dessus lesquels je fis mettre autant d'eau commune. Cela fait, je retroussai mon bras, et, mettant le doigt du milieu sur le trou de la sarbacane, qui était si pleine de mercure qu'il en fit rejaillir pour prendre sa place, nous la levâmes tout doucement, la soutenant par le bas et par le milieu, de crainte que le poids ne la fît rompre, et pour me soulager. Puis, tenant toujours le doigt ferme et la main à la sarbacane, je la plongeai à travers l'eau et le mercure jusqu'à ce que mon doigt fût au fond du vase, où nous fûmes quelque temps à considérer s'il y avait quelque peu d'air au haut, ce que nous ne vîmes en façon quelconque. Au contraire, elle était visiblement toute pleine de mercure. Après quoi, retirant bellement mon doigt de dessous, et laissant toucher la sarbacane au fond du vase, nous vîmes le mercure descendre et quitter le haut du tuyau, non pas tout à la fois et en un instant, ni aussi trop lentement, mais comme de l'eau qu'on verse d'une aiguière, et, ce qui est de très admirable, il s'abaissa de plus de 18 pouces. Sur cela, nous nous mîmes à philosopher, avant que passer outre. Et au-delà de l'effet spectaculaire, ces expériences présentaient un réel intérêt scientifique? Oui, Pascal tira des conclusions si audacieuses de ces expériences que Galilée et Torricelli, qui les avaient sans doute suspectées, n'osèrent pas les formuler. Il en rendit compte en 1647 dans un opuscule intitulé « Expériences nouvelles touchant le vide ». Ces expériences tendent toutes à montrer l'apparition d'un espace vide en apparence que Pascal tient pour, je cite, « véritablement vide », jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait éventuellement, je cite encore, montré l'existence de quelle matière qui le remplisse. En prouvant l'existence du vide, c'est une physique vieille de 2 millénaires que Pascal invalide et envoie aux oubliettes de l'histoire des sciences. Toute la science de la nature était en effet conçue selon le principe de l'horreur du vide, qui était la seule à pouvoir rendre compte aussi bien de l'attraction des astres que de la mécanique des soufflets, semblait-il. L'existence du vide est donc prouvée définitivement grâce aux expériences rouennaises. Comme beaucoup de découvertes majeures, celle de Pascal va rencontrer un certain nombre de résistances et d'objections, qui sont d'ailleurs loin d'être aussi farfelues qu'on l'a parfois prétendu. Les plénistes, c'est-à-dire les adversaires du vide, les défenseurs du plein, comme Pierrius,
ou un peu plus tard le jésuite Étienne Noël, diront par exemple qu'il y a des vapeurs de mercure en haut du tube, ou qu'un air subtil s'engouffre par les pores du verre. Par ailleurs, les expériences de Pascal posent encore des problèmes. À cette date, le savant, au moment des expériences de Rouen, le savant n'a pas encore établi la raison pour laquelle le mercure ne descend pas jusqu'au fond du tube. Ce mystère s'explique par la pesanteur de l'air. Il sera résolu par la grande expérience de Clermont-Ferrand, mais du Puy-de-Dôme, l'expérience du Puy-de-Dôme. Mais c'est une autre histoire qui dépasse le cadre de notre étude, qui ne concerne que Rouen. Notons aussi que les expériences rouennaises eurent une autre conséquence. Elles provoquèrent une grave intoxication au mercure, dont Pascal présente tous les symptômes. Stomatite, maux de tête, insomnie, symptômes qui vont l'amener à quitter Rouen pendant l'été 1647. Cette hypothèse d'une intoxication au mercure a été émise en particulier par Michel Le Guern. Je la trouve en fait très convaincante. Pascal en souffrira pendant de longs mois et on sait qu'il ne recouvrira jamais la pleine santé. Pourquoi disiez-vous que c'est ici que Pascal avait réalisé ses expériences ou pas? Ou pas. En fait, dans les années 1950, Alexandre Koyré, relayé à la fin du XXe siècle par des chercheurs japonais, estima que Pascal n'avait pas réellement exécuté ses expériences, que c'était des expériences de pensée, et que, parce qu'à l'époque, les artisans n'avaient pas les moyens de confectionner, de construire des tubes suffisamment solides et résistants. Cette proposition a été remise en question par Jean-Pierre Clairaut, plus récemment par Armand Lenoxaïc, qui plaide pour la réalité des expériences rouennaises. Donc il semble bien que les expériences ont bien eu lieu. C'est du moins l'état de la recherche aujourd'hui. Les différents témoignages dont j'ai parlé, celui de Robert Val aussi, plaident pour la réalité des expériences, plaident en faveur de la réalité des expériences, de même que l'intoxication au mercure, qui s'explique par la manipulation de très grandes quantités de mercure nécessaires aux expériences. Donc en fait, il semble bien aujourd'hui que Pascal ait réellement réalisé derrière nous les expériences sur le vide qu'il relate dans son traité de 1647. Nous voilà maintenant devant la cathédrale. Quel était le rapport de Pascal à la religion à cette époque? Oui, c'est la cathédrale gothique de Rouen. L'époque de séjour à Rouen constitua pour Pascal un moment important du point de vue de son évolution spirituelle, puisque c'est au cours de ce séjour rouennais qu'eut lieu ce qu'on appelle la première conversion de Pascal, en 1646. L'occasion semble assez anecdotique. Son père, Étienne Pascal, avait glissé sur la neige lors de l'hiver 1646 et il a été soigné par deux gentilshommes, les frères Deschamps, qui avaient été convertis à l'augustinisme et à la pensée de Port-Royal par un curé de la région qui s'appelait Gilbert. Jean et Adrien Deschamps avaient été convertis par Jean Gilbert, docteur de Sorbonne, curé de Rouville, qui les avait gagnés aux idées de Saint-Augustin et de Saint-Cyran. Et donc les frères Deschamps, à leur tour, ont communiqué au Pascal des ouvrages de Saint-Cyran, d'Arnaud d'Andilly, la réformation de l'homme intérieur par exemple, discours de Jansénius, traduit depuis peu par Arnaud d'Andilly. Étienne, Blaise et Jacqueline furent fortement impressionnés par cette rencontre et par ses lectures, celle de la Fréquente Communion par exemple, ou celle des lettres chrétiennes et spirituelles de Saint-Cyran, et les Pascal ne tardèrent pas à prendre le même chemin que les Deschamps. Le couple Perrier, Gilberte et Florin, revenus à Rouen fin 1646, devaient à leur tour
se convertir et se mettre sous la direction du curé de Rouville. Ils se servirent de cette occasion pour appeler à Dieu premièrement M. Pascal le fils, ensuite Mademoiselle Pascal la fille, qui était alors recherchée en mariage par un conseiller du Parlement de Rouen. Tous deux ensuite, quand mon grand-père fut guéri, le portèrent aussi à se donner pleinement à Dieu, ce qu'il fit avec joie, aussi bien que ses deux enfants. C'était en 1646. Monsieur et Madame Perrier étant allés à Rouen pour le voir, et les trouvant tout à Dieu, s'y donnèrent aussi pleinement, et se mirent sous la conduite d'un prêtre nommé Monsieur Gilbert, docteur de Sorbonne. Dès ce temps-là, M. Pascal résolut d'abandonner le monde pour ne plus songer qu'à Dieu, et Mademoiselle Pascal voulut se faire religieuse, mais elle ne put exécuter cette résolution que 6 ans après, aussitôt que son père fut mort, parce qu'il ne voulait point qu'elle le quittât. Nous voici maintenant devant l'archevêché. Oui, c'est l'archevêché de Rouen. Pascal eut affaire aux plus hautes autorités ecclésiastiques du diocèse au début de 1647, à l'occasion d'une affaire considérée généralement comme assez peu glorieuse, dans laquelle il n'a joué au fond qu'un rôle très très mineur, l'affaire Saint-Ange, du nom d'un prêtre qui était arrivé récemment dans le diocèse. On dit que Pascal s'est livré à une forme de délation, c'est ça ? Délation, le mot est quand même extrêmement fort et extrêmement péjoratif. Est-ce qu'on considère nécessairement comme une délation le fait de dénoncer publiquement des scandales? On peut aussi considérer que Pascal a joué ou a cru jouer à l'époque ce qu'on appellerait aujourd'hui le rôle d'un lanceur d'alerte. D'abord, qui était ce Saint-Ange ? Jacques Forton, sieur de Saint-Ange. C'était un ancien capucin passé au clergé séculier. Il avait développé ses thèses philosophiques et théologiques dans des salons parisiens dans ces années-là. On va les retrouver dans 2 ouvrages, La conduite du jugement naturel et L'alliance de la raison et de la foi. C'était des livres scandaleux ou libertins ? Non, pas du tout. C'était des livres qui avaient paru avec privilège, avec toutes les autorisations civiles et ecclésiastiques. Ce n'étaient pas du tout des livres clandestins qu'on lisait sous le manteau. Autant qu'on puisse en juger, Forton développait des idées originales sur la Trinité qu'il mettait vraiment au centre de la religion. Pourquoi Pascal s'attira-t-il les foudres de Saint-Ange ? Saint-Ange était un humaniste chrétien qui pensait qu'on pouvait démontrer rationnellement l'existence de Dieu. Mais en fait, c'est pas tellement ça le problème. Pascal et ses amis n'auraient jamais songé à s'en prendre à Saint-Ange si celui-ci n'était venu à Rouen. Et il est venu à Rouen dans un but intéressé. En effet, l'archevêque avait décidé d'interdire le cumul des charges de chanoines et de curés. Donc nécessairement des places allaient se libérer et Forton espérait bien être nommé curé sur une des places laissées vacantes par la mesure de l'archevêque. Et c'est dans ce but qu'il est arrivé à Rouen. Il bénéficiait du soutien de certains parlementaires. Il a logé chez un président du Parlement qui s'appelait Courtin. Bon, normalement, l'attribution de la cure ne devait être qu'une simple formalité. Il ambitionnait la cure de Crottville en Normandie. C'est ici que les choses vont se compliquer pour lui. Oui, c'est ici que les choses vont se compliquer pour lui, parce que Pascal, avec quelques amis, en particulier Adrien Auzou, qui va l'aider au même moment dans ses expériences sur le vide, décide de s'en prendre à Forton. Ils avaient sans doute été informés des thèses jugées sulfureuses de Forton par Gilbert, par le curé proche de Port-Royal, qui avait converti les frères Deschamps. Et la thèse selon laquelle le Saint-Esprit pouvait être démontré de manière rationnelle, évidemment, ça leur semblait suspect. Et en plus, l'attitude de Forton qui venait ambitionner une cure pour en obtenir le bénéfice, évidemment, tout ça entrait en contradiction directe avec les thèses de Saint-Cyran sur la prêtrise et la pureté de la charge de prêtre. Donc Pascal et ses amis vont trouver Forton, vont lui poser des questions
et ils vont co-signer un rapport suite à cette entrevue et aux réponses que Forton va apporter, en expliquant en particulier leur surprise face à certaines thèses de Forton, et en particulier l'idée d'une démonstration rationnelle de l'existence du Saint-Esprit. On lui demanda par quels moyens il connaissait la Trinité. Il répondit qu'il la démontrait par la raison. Cela surprit la compagnie. Et comment réagirent les autorités ? Les autorités furent assez embarrassées par la démarche de Pascal et de ses amis. Ils eurent affaire au coadjuteur de l'évêque, qui chercha à temporiser, à trouver des accommodements et estimait que l'affaire n'était pas si grave. Ce coadjuteur n'était autre que Jean-Pierre Camus, évêque de Belley, venu assister l'évêque de Rouen, et qui est connu, qui est célèbre pour ses histoires tragiques, les romans qu'il avait rédigés. Bon, Pascal et ses amis, Adrien Auzout et les autres, ne se contentèrent pas de la position du coadjuteur et allèrent trouver l'archevêque en personne qui résidait à l'époque au château de Gaillon. Et l'archevêque, à 2 reprises, désavoua Camus, désavoua son coadjuteur et donna raison à Pascal et ses amis. Alors, pourquoi ? Pour des raisons théologiques, peut-être, pour des raisons politiques aussi. On sait bien que Pascal, les Pascal étaient du côté des Séguier, du côté du roi, alors que Camus, visiblement, s'entendait avec le Parlement, avait des intérêts avec les parlementaires, et donc donner raison à Pascal pouvait... voilà, c'était une position qui pouvait s'expliquer pour des raisons politiques et non seulement religieuses. Et donc, Forton dut se rétracter. Et s'entend, Gilles finit brûlé sur la place du Vieux-Marché, comme Jeanne d'Arc ? Oh bah peut-être pas quand même, hein. Son cas n'était pas à ce point pendable, mais comme je le disais, il a dû se rétracter. Il a fini par entrer en possession de sa cure, mais il l'a très vite abandonné, dès 1651, sans qu'on en sache exactement les raisons. Alors l'affaire Saint-Ange est extrêmement mineure dans l'histoire de Pascal, mais elle est importante pour 3 raisons. D'abord parce qu'elle révèle la complexité des enjeux politiques à Rouen à l'époque où résidaient les Pascal. Deuxièmement, parce qu'elle révèle l'intérêt naissant de Pascal pour la religion. C'est la première fois qu'il prend parti dans une querelle religieuse. Et puis troisièmement, et là je renvoie aux travaux d'Olivier Jousselin en particulier, cet épisode marque la naissance d'un polémiste qui se distinguera quelques années plus tard au moment de la campagne des provinciales, mais il fait ses premières armes dans cette campagne contre Saint-Ange à Rouen. Alors, Pascal est-il de Rouen ? Pascal n'est pas de Rouen, Pascal ne peut pas être de Rouen, Pascal ne sera toujours qu'un hors-saint, comme disent les Normands, et on sait que les Normands ne les aiment pas beaucoup. Malgré tout, les années passées à Rouen comptèrent pour Pascal et déterminèrent en fait assez largement l'évolution spirituelle et intellectuelle de Pascal. S'il ne s'était pas trouvé dans une ville où travaillaient les meilleurs horlogers du royaume, aurait-il pu construire sa machine à calculer ? S'il ne s'était trouvé à proximité d'une des meilleures verreries du royaume, aurait-il pu faire construire les tubes en verre qui lui ont permis de démontrer l'existence du vide ? Enfin, s'il n'avait vécu dans une terre aussi accueillante aux idées de Jansénius et de Saint-Cyran, se serait-il converti au christianisme tel qu'on le professait à Port-Royal ? On peut vraiment se poser la question. Et on voit que ce n'est pas du tout anecdotique le fait que Pascal ait résidé à Rouen. Si les affaires de son père l'avaient mené ailleurs, eh bien, son évolution aurait pu être extrêmement différente. Sans compter que c'est peut-être, si l'on en croit l'hypothèse de Michel Le Guern, c'est peut-être à Rouen qu'il contracta une intoxication au mercure qui va l'handicaper pendant longtemps et peut-être même causer
sa mort précoce. Donc oui, on peut dire que Pascal est de Rouen. Et si on veut poursuivre la promenade, on fait comment ? Si on veut poursuivre la promenade, il faut sortir de Rouen, il faut aller du côté de Rouville, chez Gilbert. On peut aussi aller en Basse-Normandie, à Saint-Hymer, pour visiter ce Port-Royal normand dont Françoise Pougebellet avait parlé dans une minute de Port-Royal précédente. On peut aussi consulter les sources qui ont aidé à la réalisation de cette minute. On pourra consulter le livre de Charles de Beaurepaire qu'il a consacré au Pascal à Rouen à la fin du 19e siècle et qui se trouve disponible sur Gallica. Si on veut une lecture plus facile, on peut se reporter au petit livre de Jean-Marie Nicole qui s'appelle Ballade philosophique aux éditions Hypagine et qui permet de marcher à Rouen sur les pas de Pascal, mais aussi de Montaigne, de Brunswick ou de Simone de Beauvoir. Enfin, si on veut une lecture un peu plus ambitieuse, on pourra consulter les actes du colloque Les Pascal à Rouen, acte d'un colloque qui s'est tenu en 1999 à l'université de Rouen et qui est disponible aux presses universitaires de Rouen et du Havre et qui est disponible aussi en ligne. Merci beaucoup de nous avoir suivis lors de cette visite de Rouen et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine minute de Port-Royal.